Et pour Hubert Doulen, on l'appelle Bazaine dans le coin, c'est le jour où il va pêcher. Il laisse glisser sa barque tranquillement. C'est dimanche et il prend son temps, Bazaine. Il n'est pas pressé. Mais il va rentrer plus tôt que prévu. Il vient d'apercevoir quelque chose à la surface de l'eau. C'est un paquet qui flotte. Ce qu'il vient de découvrir le laisse sans voix. Il en a le souffle coupé. Le pêcheur Hubert Doulen, Bazaine, vient de découvrir un paquet contenant un morceau de corps humain. Un homme, une femme, impossible de le dire à ce stade. Une voiture de police et 2 voitures civiles viennent d'arriver. Le procureur du roi, le juge d'instruction, le médecin légiste, un photographe sont présents sur les lieux. La machine judiciaire et policière se met en branle. Classiquement, lorsque on trouve un corps, le service de police qui va être averti et donc qui va constater le corps va être amené à avertir l'autorité. L'autorité, c'est le procureur du roi. Le procureur du roi, s'il y a une suspicion sérieuse qu'il y ait derrière une affaire criminelle, c'est-à-dire un homicide volontaire, son rôle sera de saisir un juge d'instruction. C'est lui qui va devenir le responsable de l'enquête. Il sera chargé, dans les normes actuelles en tout cas, de désigner un service d'enquête. Ce qui peut venir à l'esprit à première vue, bien évidemment, c'est l'idée d'une exécution sommaire. L'exécution d'un collabo peut-être, sans justice, sans jugement. La libération est bien une période de joie, mais c'est aussi une période de revanche, voire de vengeance, contre ceux qui ont profité de la guerre pour se faire de l'argent, ou encore ceux qui se sont engagés aux côtés de l'ennemi. Oh, bien sûr, la justice belge, la justice militaire prend en charge la répression de la collaboration. Ce sont des milliers de dossiers qui sont ouverts, et elle mène un travail efficace. Mais il y a aussi ceux qui préfèrent se faire justice eux-mêmes. Le dossier est confié au commissaire Schmidt de la police judiciaire de Liège. Un dossier sans nom à ce stade. Comment le commissaire Schmidt va faire avancer son enquête? Une enquête qui démarre, on peut le dire, difficilement. Pour lui, l'hypothèse de l'exécution d'un collabo ne colle pas avec la découverte d'un corps démembré. Une exécution comme celle-là, c'est un acte assumé. On ne dissimule pas le corps du collabo, non, au contraire même. Mais il faut d'abord pratiquer des sondages le long des rives de la Meuse. Il y a en effet fort à parier que celui qui a jeté le paquet qui a été retrouvé en a jeté d'autres. Et oui, bien sûr, on finit par découvrir d'autres paquets, des parties de corps humain qui sont soumis à l'expertise médico-légale. Le corps de la victime peut être identifié de différentes manières. Imaginons une situation où nous avons des proches, des témoins sur la scène de crime, ou tout simplement si la victime a des papiers d'identité sur lui, la situation est bien entendu évidente. Il faut entrer ici dans l'hypothèse d'une situation plus complexe. L'hypothèse dans laquelle nous avons un corps en situation de décomposition avancée, un corps qui serait dépecé, c'est-à-dire démembré, un corps qui serait éventuellement brûlé de telle sorte qu'il soit méconnaissable. Évidemment, il y a aussi la possibilité de l'empreinte digitale qui existe comme élément d'identification depuis le début du XXe siècle. L'expertise pratiquée sur les membres qui ont été retrouvés ne permet pas d'avancer grand-chose. Mais tout de même, le médecin légiste relève une pilosité importante sur le visage, mais également sur les cuisses. Mais c'est surtout la mâchoire, l'examen de la dentition qui est intéressante. Elle permet d'établir le sexe de la victime, de le confirmer, ainsi que son âge, approximativement. La victime serait un homme d'une 40aine d'années. À côté de la médecine légale, à côté de
l'analyse de ce qu'on appelle les tissus mous, ce sur quoi se penche le médecin légiste, il est possible d'identifier la victime par d'autres voies, notamment celle de l'anthropologie médico-légale. L'anthropologie médico-légale, elle va se concentrer sur ce qu'on appelle les parties dures, ce qui est dur dans le corps, c'est-à-dire les os. C'est ce qui peut subsister après la perte des tissus mous, justement. Il y a aussi une autre spécialisation dans ces moyens d'identification qu'est l'odontologie légale. Elle va s'appuyer sur l'analyse de la dentition, des maxillaires, pour déterminer l'âge, son sexe éventuellement, ses habitudes de vie également. Donc toute une série de choses qui vont contribuer à dresser un portrait de la victime, s'il n'est pas possible de l'identifier complètement. Un homme de 40 ans, c'est un début, mais il en faut plus pour identifier la victime. Il y a un autre moyen, bien évidemment, la presse. La presse, bien entendu. Elle va en parler, et il n'y a plus qu'à espérer que quelqu'un ait l'attention éveillée sur une disparition et fasse le rapprochement avec ces morceaux de corps retrouvés dans la Meuse, et qu'elle avertisse la police. Les recherches se poursuivent jusqu'à Houpeille, petit village tranquille en bord de Meuse. Les sondages n'ont rien donné, mais la présence de la police n'a échappé à personne. Et voilà que un habitant du nom d'Auguste Drapier vient trouver le garde champêtre d'Houpeille un peu plus tard. Il a quelque chose à dire. Il y a 2 jours, il a reçu une visite. Sa fille, Mariette Drapier, elle est arrivée chez son père dans un état fébrile, extrêmement nerveuse. Est-ce que Auguste Drapier a été surpris de la voir arriver ? Non. Non, ce n'est pas la première fois qu'elle rentre à la maison, et ce n'est pas la première fois qu'elle revient avec sa valise, s'installer plusieurs jours. Marie ou Mariette Drapier, c'est une jeune femme, elle a un enfant de 4 ans, Daniel, avec son mari, et elle ne s'entend plus avec celui-ci, et manifestement, depuis quelques mois, c'est-à-dire depuis qu'il y a des troupes américaine en ville, elle sort régulièrement avec des soldats. Elle avouera être sortie avec 2 soldats blancs et 2 soldats noirs durant cette période. L'histoire que Mariette Drapier raconte à son père, c'est celle d'une femme qui subit les coups de son mari. Un mari alcoolique, Alphonse Jadoul. C'est Alphonse Jadoul, c'est le mari. Il a 32 ans, il est chauffeur de camion ou de camionnette pour un employeur et il fait du transport. Il gagne relativement bien sa vie et remet sa paye à sa femme régulièrement, mais il boit beaucoup et manifestement il ne s'entend plus avec sa femme. Les disputes sont nombreuses. La police en est témoin d'ailleurs parce qu'elle est déjà intervenue plusieurs fois pour rabibocher le ménage. La guerre n'a rien arrangé à l'affaire, à leur vie de couple. Au contraire, il la bat. Et si les coups d'Alphonse ne tombent pas sur elle, ils sont pour son fils, le petit Daniel, ou Dany. Il a 4 ans. Mariette raconte à son père cette fameuse journée. Cette journée du 26 mai, où elle a pris conscience que leur vie était en danger. Elle a décidé de sauver sa peau et celle de Dany. Informée du témoignage d'Auguste Drapier, la police vient interroger Mariette. Et elle avoue tout, rapidement, sans difficulté. Elle avoue qu'elle a tué son mari, Alphonse Jadoul, avant d'expliquer comment elle l'a tué, puis dépecé. Et le reste du corps, il est dans sa valise, ou presque, tout n'y est pas.
Il manque encore le tronc. Où est-il? Chez elle, à Liège, enfin chez eux, dans leur appartement, dans le quartier d'Outremeuse, rue de la Loi numéro 30. Le commissaire Schmitt est loin de sa première intuition, celle d'un règlement de compte entre trafiquants. Désormais, le dossier a un nom, Jadoul. Avoir des aveux, une confession, tout de suite, ou quasiment, un enquêteur en rêve sans doute. Et ça arrive. Mais un enquêteur le sait aussi, des aveux ne suffisent pas. Est-ce que c'est déjà fini? Est-ce que le commissaire Schmitt peut déjà le refermer, ce dossier Jadoul? Non, bien sûr. Dès le lendemain, Mariette Drapier revient sur ses aveux. Ce n'est pas elle qui a tué son mari. Elle était là, oui, mais elle ne l'a pas tué. Elle s'est contentée de transporter le corps, ou une partie du corps, pour le faire disparaître. Et elle accuse quelqu'un d'autre, un homme avec lequel elle entretient une relation extra-conjugale. Qui sait? Il y a bien un personnage qui est mis en cause par Mariette, c'est un certain Jack, qui serait coiffeur. Donc il est probable que Mariette Drapier connaissait le coiffeur Jack, qui était décrit comme un homme athlétique, 1,85 m, décrit un des journalistes, belle prestance, beau visage, signale un autre journaliste. Bref, quelqu'un qui ne devait pas passer inaperçu. Et elle a certainement rencontré, peut-être avec d'autres soldats, peut-être est-elle sortie avec lui, mais en tout cas, elle va le dénoncer comme l'auteur, sinon de l'assassinat, en tout cas du dépeçage de son mari. Découper un corps, c'est extrêmement difficile. Alors, si c'est un corps frais, donc il y a toute la technique pour découper d'abord la chair et puis découper les os. Donc ce n'est pas simple du tout. Pour découper les chairs, il faut quand même des scalpels qui vont très bien. Pour découper les os, il faut quand même un appareil suffisant. Donc c'est un... Voilà, tout le monde peut s'improviser, mais ce genre de choses-là va en tout cas se voir sur les éléments qu'on va retrouver. Et donc on peut imaginer que la médecine légale va pouvoir se prononcer sur ce genre de détails. Bien sûr, quel est l'appareil qui a coupé? Est-ce que c'est un scalpel? Est-ce que c'est un couteau classique? Est-ce que c'est une scie à métaux? Bon, voilà, ce genre de choses-là. Donc la médecine légale devrait pouvoir répondre à ça. Et il est clair qu'un coiffeur maîtrise généralement avec dextérité les scalpels. Donc on peut imaginer qu'il est peut-être mieux armé que quiconque d'autre. Maintenant, de là à en faire un coupable, c'est un autre débat. Celui que Mariette Drapier dénonce est un soldat américain basé à Liège. Ça ne facilite pas la tâche des enquêteurs. Les investigations policières doivent être confiées à la Criminal Investigation Division, autrement dit à la CID, à l'armée américaine elle-même. Mariette Drapier a livré un prénom ou un surnom. On l'appelle Jack, Jack le Métis. Mais pourquoi dans ce cas s'est-elle accusée? Parce qu'il a menacé de couper la tête de mon fils si je parlais, affirme-t-elle. Le petit Danny confirme que Jack le Métis était bien là la nuit du 26 au 27 mai, dans l'appartement. Mais il n'a que 4 ans. Quel crédit la justice peut-elle accorder au témoignage d'un enfant de cet âge? 4 ans. La presse ne parle désormais plus que de ça, de l'horrible crime d'Outremeuse. Elle parle de Mariette Drapier, bien sûr, mais surtout de cet autre que la justice recherche. Et les journaux ne parlent plus que de lui, Jack le Métis ou Jack le Mulâtre, suivant le vocabulaire de l'époque. Il fait partie de ces colored men, ces hommes de couleur comme on les appelle, dont la vue surprend la population. À une époque où les immigrations ont été essentiellement européennes, comme on s'en doute, ces colored men sont l'objet de la curiosité et des préjugés de la population et de la presse. Le journal La Meuse parle du quartier d'Outremeuse comme de l'île de la terreur. Et Jack le Métis, bien entendu, pour les journaux, ce serait un exalté, capable de commettre n'importe quel méfait lorsqu'il est ivre. Mais la cause du problème, ce n'est pas seulement la société belge, c'est aussi l'armée et la société américaine qui ne réserve pas le même traitement à tous ses citoyens. À l'époque, la justice militaire américaine est beaucoup plus sévère envers les soldats noirs qu'envers les soldats blancs. Il n'y a pratiquement aucun soldat blanc qui va être exécuté
par l'armée américaine pour crime pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il y aura plusieurs dizaines de soldats noirs qui seront pendus ou fusillés par leur propre armée. Dans la société américaine, il ne faut pas oublier que dans les années 40, dans tout le sud des États-Unis, connaît un système de ségrégation entre noirs et blancs, et que les blancs occupent les positions dominantes et les noirs les positions subalternes dans ces sociétés. Mariette Drapier est à la fenêtre d'un appartement au premier étage, dissimulé. Autour d'elle, un soldat de la Criminal Investigation Division, un substitut du procureur du roi et un inspecteur de la PJ. Ils observent en contrebas dans la rue un défilé. La CID a accepté d'organiser une sorte de line-up, mais un line-up quelque peu original. Ce sont exclusivement des soldats noirs, alignés, qui défilent sous les yeux de Mariette Drapier. Nous faisons ça derrière une glace sans teint depuis maintenant de très très longtemps. Bien entendu que ce procédé-là existait depuis très longtemps et existe toujours. C'est une reconnaissance par un témoin éventuel, en l'occurrence Mariette. Mais il faut évidemment, pour que ce soit fait dans de bonnes conditions, que ça réponde à un certain nombre de critères, à commencer par un critère de loyauté. Il est évident que la personne, si le suspect par exemple, le GI, a été décrit comme étant noir et 1m80, si on le met au milieu de 6 autres personnes qui seraient peut-être noires mais avec une taille extrêmement différente ou bien une corpulence différente, ce serait extrêmement incorrect. Donc là, il faut trouver d'autres personnes qui lui ressemblent bien entendu pour que cette reconnaissance ait une valeur quelconque. Mariette Drapier est sûre d'elle. Elle le reconnaît, Jack le Métis. La presse le décrit comme un grand gaillard, de bonne constitution et portant beau. Un quotidien en vue à Liège conclut « C'est un de ces types pour qui une femme fait des bêtises ». Dès le lendemain, celui que Mariette Drapier a reconnu formellement est convoqué au palais de justice de Liège. Mais ça ne donne rien. Jack prétend tout simplement ne pas connaître Mariette Drapier. Et le soldat fournit un alibi. Il n'a pas été au 30 rue de la Loi le 26 mai. Il ne pouvait pas y être. Il a dormi à la caserne de l'armée américaine. C'est du moins ce qu'il prétend. Il faut encore que son alibi soit confirmé. Il se fait qu'assez rapidement, en 3 ou 4 jours, la police américaine vérifie l'alibi proposé par Jack. Cet alibi est vérifié. Il était effectivement ce soir-là en compagnie d'ailleurs de 2 jeunes liégeoises dans une famille liégeoise avec d'autres soldats. Il est rentré à la caserne à 23h. Il y a plusieurs preuves qu'il était à la caserne pendant la nuit, donc il n'a pas pu être à 1h du matin sur les lieux du crime et il n'a pas pu aider Mariette à dépecer le corps. La police militaire a procédé à la fouille de ses effets. Il n'y a rien qui puisse laisser penser que le sous-officier Jack a été mêlé au meurtre d'Alphonse Jadoul. Il est locataire du numéro 30 de la rue de la Loi. Les voisins de palier des Jadoul, ils ne l'ont pas vu, ni entrer, ni sortir, et ils n'ont rien entendu. Coup de théâtre. Mariette Drapier demande à voir le commissaire Schmitt. Elle retire ses accusations contre Jack le Métis. Elle en revient à sa première version. C'est elle qui a tué son mari. Elle s'est, dit-elle, trompée. Mariette Drapier, mais elle n'a aucune formation médicale. Elle n'a pas de connaissances en anatomie qui pourrait expliquer un dépeçage si propre. De moins en moins, le mandat d'arrêt de Mariette Drapier est confirmé. Mais rien n'avance et le mystère demeure. Janvier 1946. Au tribunal correctionnel de Liège s'ouvre le procès de la receleuse de cadavres. Un procès très médiatisé, mais qui ne passera pas en cour d'assises. Non, car l'instruction n'est pas parvenue à démontrer que Mariette Drapier est l'auteur du meurtre, qu'elle a tué son mari. Mariette Drapier est donc jugée par le tribunal correctionnel de Liège. Devant le juge, elle paraît maître d'elle-même. Le juge d'instruction qui naît, il est devant une alternative. Soit, au terme de son instruction, il propose une qualification qui est celle de meurtre ou de complicité de meurtre,
soit il propose le recel de cadavre. Le recel de cadavre, c'est-à-dire le fait de dissimuler un corps, de vouloir le soustraire à la justice, c'est manifestement évident, c'est évident. Bon. Par contre, le meurtre ou la complicité de meurtre, ce n'est pas si évident, on le voit, loin de là. Donc il préfère peut-être, lui, le juge, la voie de la certitude à la voie de l'incertitude. Les assises, c'est l'incertitude. Et donc devant cela, on a plutôt l'impression que la justice va choisir une voie plus simple d'en terminer avec cette affaire en la poursuivant devant le tribunal correctionnel pour recel de cadavre. Le fait de ne pas révéler aux autorités que ce cadavre existe, de le dissimuler, de le cacher, voire même en l'occurrence de le découper et de le faire disparaître, ils seront coupables de recel de cadavre. Ça ne veut pas dire pour autant que cette personne qui sera coupable de cette infraction-là soit celle qui ait commis l'infraction, le meurtre, si meurtre il y a. Donc ce sont deux choses extrêmement distinctes éventuellement. Parfois, évidemment, c'est la même personne. Parfois, il y a une complicité avec le meurtre aussi. L'avocat de la partie civile, la presse, tout le monde espère. Espère qu'il y aura un coup de théâtre, quelque chose, des révélations, une confession finalement, mais rien ne vient. Est-ce que le renvoi aux assises n'aurait pas tout changé ? Certains journalistes regrettent que Mariette n'ait pas été présentée devant la cour d'assises parce qu'ils pensent qu'elle aurait peut-être craqué devant la cour d'assises avec tout son décorum, avec sa solennité et puis surtout avec la présence médiatique importante. Il y aurait eu certainement des journalistes français, des journalistes belges et peut-être même des journalistes américains qui auraient suivi cette audience. Donc elle aurait pu craquer à ce moment-là, mais on ne le saura jamais. Ça y est, Mariette Drapier est condamnée à 2 ans de prison. L'affaire de la rue de la Loi vient de connaître son dénouement, mais le crime, lui, reste sans solution. Mariette Drapier a encore la vie devant elle. Une vie devant elle et sans cet homme qui lui faisait subir les pires tourments. La vie devant elle, mais peut-être avec un passé et des actes à assumer. Décidément, le quartier d'Outremeuse détient bien des secrets et inspire bien des gens. Georges Simenon y a passé une partie de sa jeunesse ici, rue de la Loi, et a même étudié dans cet institut, l'Institut Saint-André. Et puis lui aussi, le quartier l'a inspiré, puisque c'est un fait divers qui a eu lieu non loin d'ici, qui va être à la base d'une des enquêtes du commissaire Maigret, le pendu de Saint-Folien. Nous l'avons vu, dans certaines affaires, la justice a été parfois critiquée pour ses manquements et peut-être aussi sa précipitation. Dans ce dossier, elle a préféré jouer la carte de la certitude, de la sécurité et faire du crime de la rue de la Loi un mystère plutôt qu'une erreur judiciaire. All these ghosts drift back endlessly. Heavy weight, feel the weight spell. All their voices from this calm room. Without any invitation, they linger at party. Votre soirée sur les chaînes Planète Plus. Sur Planète Plus, Crime Investigation. Sur Planète Plus, Aventure Expérience. Bonne soirée sur les chaînes Planète Plus. Ce soir, il